Hey there, Julie. Welcome to the show. Hi, how are you? I'm very happy to be here. Thanks for having me. Oh, great. I'm really happy. And yeah, I'm good. Despite the cold weather, I'm good. You're in France, right? Yeah, yeah. Okay. And you're in New York. I am in New York, exactly. I've been in New York for the past 10 years now. 10 years. Okay. So, I will ask you my first question about a post you wrote on LinkedIn. You Okay. said in one of them that the knitting needles are the crutches to your mental health. What do you mean? Yes. So what I mean by that is when I first started knitting, I am a fairly recent knitter myself. I started knitting about 3.5, 4 years ago. And 4 years ago, everybody knows this is 2020. This is like bad timing. And I could notice right away that this had a soothing effect on me for my mental health and everything. Now, I cannot say that, knitting is a therapy. It's not a therapy. If you're suffering from mental health, you need to seek help from professionals. And I'm not saying that, knitting is going to resolve all of your problems or challenges or anything. But the parallel I'd like to make is if you have a broken leg, you need surgery. You need to see a doctor. However, to get better, you're using crutches. The crutches are not fixing your leg per se. It's a tool that you have at your disposal to help you go through that and get back. And this is like, the analogy I like to make. If you have like, challenges in your mental health, and we all have at some point, difficulties or times of hardship and everything. And I like to think that the knitting needles and many other crafts can actually help you go through that. It's not a therapy in itself, but it can help you. It's a tool, like the crutches for your broken leg. You started 4 years ago. What happened? Did you talk to someone else or? No, so what happened is I used to, growing up, I grew up in a very rural environment in France, in the southwest of France. So I was like surrounded by makers of all kind, grandmother, sewing, knitting, and everything. I was more into sewing, and then I would say like growing up, I like to do all kind of things with my hands. Um, then I think being a young adult, you get into other things. You're a student, you start working, you party, you're more into social engagement and everything. And I kind of buried this part of myself, maybe in some other activities. And then in like 2020, 2021, I still have a daughter, but she was 3.5, and we were stuck at home like everybody else with COVID and everything. So I kind of put myself back into like crafting in general. And I also started to do, we had no mask or anything. So I started to make them, sewing them with fabric that I could find and things like that. And next thing to another, at some point I was like, oh, you know what? I should start knitting. And, I went on a very famous website and I ordered my first knitting kit, which was not high quality, but it was just like a first attempt. And when I started, I realized that I really enjoyed it. I was actually pretty good at it. I have to admit, like I was like, catching it pretty quickly. And that was very, I wouldn't say it was easy for me, but it was very intuitive. I could figure it out very quickly. So then I was, thinking about all kind of possibilities. And this is when I started knitting really for that. It's That's funny. what happened. It's funny because you've been knitting for 4 years since COVID, and I've been learning English for 4 years since COVID. Ah, So I guess, it was a time where everybody kind of had a need to find something else in their life, like to get something new, because we could not go out there that much and do. So what is it that maybe we were all craving of doing, like the inner child in ourselves wanted to do and never took the time or never. I think there is a part of that. I mean, I'm not a psychologist or a social person, but I mean, I'm a social person, but I'm not specialist in social interaction. I mean, there are probably studies on that are going to be very interesting. okay, so you learned how to do it 4 years ago, and when did you start your business? So I launched my business
officially the website and everything in January of 2022. Okay. So it's been a year and a half, give or take. No, sorry, 2020. What do I say? Yeah. 2022? So 2023, yeah. So Ah. what happened is I worked for about like 9-10 months on the project, like, gathering information and everything. So from, when I started knitting, it was more of a hobby. And then I discovered quickly it became a passion, and then it became a calling, and I decided to do a business with that. It was an entire context where it was a career change drastically that, I found this opportunity at some point. There was a reorganization, my job was impacted, and I decided that it was time for a major change. I spent 17 years in a corporate environment, in Paris, in London, and then in New York. This is what brought me here, my corporate career. And I was just like, it was the year I was turning 40. It was, post everything after 17 years in the corporate world. I was just like, it's time for a change. And I started knitting at the same time. And then I was just like, I want to do something about it. Like it was more like, spreading the good of the craft and the goodness it could make to people and help them. Okay. So now you design and sell knitting kits for people to knit. And you also teach knitting classes and workshops in different formats. And if I'm right, you sell a limited series of hand knitted items you knit yourself. Yeah, that's correct. Okay. So there are really three components in my business. The knitting kits is what I want. So actually, the very first thing that I started with, which is my core product, is a cocoon. So the cocoon is an item which I have in partnership, and this is an exclusive licensing with a company in France called Ma Petite Laine. I know them, and they are making this beautiful cocoon that was one of the women who founded the company in France. She's a pediatric physical therapist. Kiné pédiatrique en France. She designed the cocoon really on the concept of gentle swaddling. And swaddling is a big recommendation in the US, which is not in France. And she designed that. But there were like, downsides of swaddling the traditional way as well. So I was following them on social media, and I started knitting, and the two things connected together because the cocoon was nowhere to be found in the US. They have other products, of course, but not this one. So I was like, well, hang on, maybe we can actually work together on that. And I didn't want to be in like, import, export type of things. I think because it's wool and this, we need to think a little bit more sustainable. So I wanted to find the yarn and the wool from the US, which I did. And so we have this collaboration where I adapted the pattern that they have created to the US, to the yarn that I found in the US, because it has to be very specific. And I started with that. And then I created my own designs on top of that in the collection that I have, which is a blanket, a shawl, beanies, headbands, these kind of things. And that's how it started. And when I started also to design my own thing, because the cocoon was one item, but I wanted to expand a little bit the collection, and I have plenty in the pipeline. And then the teaching came a little bit later, because initially, and you can say like 4 years of knitting, the beginner syndrome, the imposter syndrome, you're just like, who am I to teach, really? But interestingly enough, I was also under the impression that there were like millions of tutorials on YouTube that people can find. So when I started, I was just like, I'm not going this way because everybody can find plenty. And when I started to talk about what I was doing, people were asking for classes and whether or not I was teaching. And I said no. But the more people were asking for that, the more I was just like, well, maybe I should. And this is how it's starting. So I have different formats of teaching. I teach for kids. I have a class, it's called an enrichment program in the school of my daughter. And I teach like 7 to 9 years old. It's a small setup, and it's wonderful. And I also do Sip and Knit, which is at a bar in Brooklyn. We do it once a month, so people can come, and if they know how to knit and they have their project, they can come and knit along, just join us. And if people want to learn,
then I can teach them while they come. And then I'm developing the offer for in a B2B approach of, you know, if companies wants to do a workshop because of all the benefits of knitting in general and do something else, talking about conceptually the power of small, because you start with little things that add up together to create something bigger and the big picture and all of what you put in there. So there are many aspects in knitting that I also feel as a team building activity can be very interesting. So this is the, you know, many offers, and I'm open to, you know, other kind of settings. If you want to organize one and invite your best friends and your cousins, yeah, ask me. It's really interesting. And do you have a store? What? Sorry? Do you have a store? No, it's all online. So I have my website. I sell online, and mostly the classes and the workshops and everything, it's in the New York, New Jersey area. Right now, I also offer like online classes for people who want to do that. I have like knitting clinics, which is like twice on Wednesday, where people can join, and if they have a question, they have a challenge, they are stuck in something that they need to do, they can come and ask their question and I can answer. So yeah, and private sessions, of course, that if people want to book it, and I can assist with that. Does it work online? If because I started knitting a few years ago and I loved it, but I struggle a lot, and I'm a perfectionist. So if there is a mistakes, I don't like it at all. I know we need to make mistakes in order to learn. Obviously, I'm aware of it, but it was really scary to make a mistake, and I wasn't able to fix it myself on my own. Yeah. So there are a few things, like if you're struggling, you're not sure, because sometimes what is happening when people have a challenge, they think they do it exactly like the video they are watching, but there is maybe just a tiny little thing that they don't do exactly like that, and they don't see it. So what I do when I do video is I have the laptop this way so people can see my face and we have, like, you know, the human interaction, but then I have my phone on top to be able to show how it's done. And the reason I do it this way is so people can show me how they are doing it, and I can pinpoint exactly most of the time what is not actually what they should be doing. And it might be just, you know, changing the position of the hand, just, you know, the yarn is at the front instead of being at the back. This kind of thing, it's most of the time it's very minor, but yeah, everything counts. Now, the good thing about knitting is if you make a mistake, you don't ruin anything because you just undo it, and your yarn, your wool, is still totally usable. Well, Yeah. unless you're in multiple pieces, which is a different story, because but you can. When you do some other craft, like if you paint, you paint. I mean, it's very hard to erase some painting. When you are sewing and you made a mistake and you didn't cut the right size, well, that's, you know, Yeah. you cannot glue it back. Sorry, I think I wasn't able to undo what I've done. There are some techniques for that, to undo things. They are like, I didn't do this kind of video and tutorials. I have done some tutorials to help people doing in the kit that I am designing. I haven't done every kind of video that is possible, but there are people, extremely good YouTubers in knitting, who can actually show specifically how to fix some mistakes. Some mistakes are not fixable. Okay. But most of them are. Yeah. And Good. then, you know, it's handmade. So some people are also saying, like, you know, it's a design thing at the end. Yeah. And I think Design. it was a good way to at least I was trying to let it go, and it can help in other domains. Yeah, it's a choice whether or not you're able to live with it or not. And it's a balancing act. Like, okay, you have a mistake and you live with it. Is it worth like undoing everything to go back, or is it just okay? There are some people. I mean, I'm also on groups on Facebook of knitters and everything. And somebody said the other day, if you cannot see it on somebody riding a horse, that's fine. So if somebody, it's kind of
if somebody is wearing it and they are riding a horse and they are passing by you and you don't see the mistake, then it's fine. Okay. And okay, so it starts knitting is a passion, but when we run a business, we have a lot of things to do. And you wrote it made me laugh. I spend more time moving my fingers on my keyboard than on my actual needles. That's true. Yeah. This is true. I mean, I spend a lot of time, you know, knitting for myself because I like it, but also to design what the kits I want to develop and the new products I want to add. But my day to day, I mean, I knit mostly in the evening after my, you know, working hours. My day to day, I need to do everything else. I mean, the communication, the marketing, the website, the you know, the strategy. I need to think about things. I do the classes. I write my post on LinkedIn, which is, you know, as you know, it's quite time consuming as well. I do the social media. It's everything else that you need to take care of. Not even talking about, you know, the administrative part of the tax and accounting and everything else. So yeah, I mean, it's a business. And I also wrote like, I'm in business in the true sense of things, you know, this is a business. Yes, it started as a hobby, but it's no longer just a hobby. And you know, in the balance of things, I am planning after, you know, a little bit of visibility and over a year of being in business. I also identified that whether I like it or not, there is some seasonality in knitting. So the summertime is not very intense. So what I decided to do is I'm going to focus on those 2 months because I like knitting and I can knit in the summer myself. So those 2 months of July and August are going to be focusing on the R&D part of my business to develop new kits that I will have ready for September and in the fall and then for the holiday. But it will be less focusing on, you know, selling and being out there, and it's going to be more on the development part at this point. So this is also like, you know, okay, it's going to be like it's going to be slower in the summer, so I'm going to use this time available to me as an asset. Great. And I'm curious to hear a little bit about your expatriation. 10 years ago, you moved abroad. How did it happen? And so what happened first is 3 years before that, I was working in Paris for a big pharmaceutical company, and I relocated to London. So I moved from Paris to London, and I was already working a lot in English on global projects from Paris. So I moved to London. I stayed there for 3 years, and then I had an opportunity within the same company to apply for a job in New York. I applied, I got the job, and then I moved. I also can say that I knew New York quite a bit because during those past years from Europe, I have been traveling to New York like multiple times. So, and I was single and I could stay longer and everything. So I was not the typical, you know, traveling like you leave on Monday morning and you come back on Thursday. Most of the time I was going for 2 weeks, 10 days. So I had the weekends to enjoy New York and discover and you know, I knew the city before I moved in. So that's also something which is a little bit different. And I knew people when I moved. I knew most of my colleagues. I knew a lot of people here. So it was, this transition was kind of easier, but it happened through like, you know, internal relocation within a company. And at that time, you were able to speak English fluently? Yeah, so when I moved, yes. So of course, when you get immersed into life in a country, you're improving way more than before. So when I first started in Paris to work, I was in a franco-français, very French environment. I was doing business finance over there. And my English was, you know, I did the business school. I was not bad, but, you know, talking and understanding was complicated. Like typical French people, my writing was okay. My grammar level and everything was, I was a good student, you know, that's what it is. But I didn't have the practice of, you know, speaking and having conversation. That's not how I learned English back then.
Yeah, it's always the same. Yeah, Yeah, a lot of French people are able to write and to read, but they struggle when they have to. exactly. So at the beginning, it was a little bit, challenging. And then, it was an internship and then another internship in the company. And at someone I stayed for an internship and they told me, oh, your mission, your assignment for this internship is going to be to work on this global project with all those consultants from everywhere. And I was like, what? And, for the anecdote, it was like, on top of that, it was people from everywhere in the world. So there was a blend of accents. And when I learned English, it was the English from the Queen. It was like the BBC English, like very British accent and everything. And all of a sudden, I was on phone calls with Italian, Spanish, Irish, people from India, and offshore. And the mix of accents was something that was like, it was already like difficult because I was not really understanding really well, or verbally, and when people were talking. But with the mix of accent, it was like, oh my god, what did I do? What am I doing here? And I told a few people already that when I first started on that job, which was a global job, I remember joining like phone calls, and the quality of the phone calls and conference calls back then, like 15 years ago, give or take, was not as good as now. So between the noise on the line, the what people were talking about that I was not necessarily all familiar with and everything, I honestly spent the first 3 months listening, asking people to repeat every now and then, and ending the calls asking to send a summary by email, because honestly, I couldn't understand. I mean, there were calls that I didn't understand a thing. You should be really frustrated. It was kind of frustrating, but also amusing at the same time, because people like, I knew I could do the job. Because when it was over email and everything, I was fine. I could answer. People were asking me questions. I could help. I was doing the job. It's just like those interactions over the phone were really hard. And I also remember with the people in my team that I was working with, every time that they were asking me, can we talk? And I always said, for a couple of months, I always said, yeah, in 30 minutes, in an hour, because I had to prepare mentally, psychologically, that I was going to speak in English. Yeah, yeah, yeah. And You was there? Sorry, I'm thinking about something. Outside of your job, was there? Oh, sorry, I can't say it in English. I'm struggling. Were you used? No, it's not correct. Were you used to speak English with family or friends, or no, just at work? no, I grew up in a very French environment. My business school was in French. I didn't do an exchange program to go abroad. I was mostly in France. I had friends living in London that I was going to see every now and then. So, but it was mostly like post when I was already working and everything. So I was not truly exposed that much to English, though little by little at some point, living in Paris, because I was studying in Bordeaux and everything. So when I was going to see the movies or movies on TV and things like that, it was already always dubbed in France. So I was not even exposed to the the VO, the original version of the movie that much. But little by little, I started to switch and watch the programs, American programs mostly, or British programs in the original version and language, with subtitles to begin with, of course. And that was something that helped me to get used to hearing English more. But I didn't grow up with that. My environment was not very international or anything. It came a little bit after. Yeah. But in the office, though, I was sharing the office with a friend of mine who happened to be from Ireland. And one of the things happened that was very interesting, and she noticed it before me, is what I was telling you, like when people were asking me, can we talk? And I said, well, in 30 minutes or in an hour or things like that. At some point, I don't exactly pinpoint the exact moment, but I remember that I was talking with them in the office in French.
my phone rang, I picked up, and right away I switched to English. And I didn't realize myself, she realized. And then she told me, when I hung up, she told me, did you see what you've done? And I was like, no, what are you talking about? I was like, well, you picked up the phone and you switched to English right away. Yeah. She was like, and that's something. You Yeah. haven't noticed it, but that's something. Your English has improved so much because she could hear me. Yeah. And she was probably like a little bit, oh my God, what is she saying at the beginning? Yeah. But at the beginning, you weren't immersed in an English environment, so maybe it was hard to speak English fluently yeah, because you didn't have the opportunity to do it every week. yeah, and And physically in the office, nobody else was speaking English around me. I mean, mm-mm. they could speak English. It's not that they cannot speak English, but it was not the environment, the working environment was not in English. And So yeah. the learners I work with experience the same thing. They can write a little bit, they can read a little bit, but they don't have the opportunity to talk to an American or British person every week. And Yeah. that's why I'm working with both French native speakers and English native speakers to match them together. So every week they have the opportunity to talk to each other. And every day, if we add the ritual on WhatsApp, but at least once a week, they can try, they can experience it. And I think that there is no secret in the end. It's about practicing. The more you practice and the better you get. And at the beginning, yes, I mean, there are plenty of mistakes and examples of things that I mispronounced and that ended up being like funny stories and anecdotes and you know, people that we were making fun. I mean, we were making fun of each other on that. And especially because I was not the only one being a non-English native speaker. Yeah. So I worked a lot with Italian people as well. And interestingly enough, we have in our own languages some sayings, for example, that would translate exactly the same way in our respective languages, but they don't translate in English. And to understand each other, we would make the translation in English, we understand each other, and we kind of assume that it existed. And we reuse that with Americans or English, and they were just like, no, it doesn't exist. We don't say that. So that, yeah. Yeah, really There was interesting. that. Ok, on va switcher en français, si tu veux bien, en parlant doucement pour que les auditeurs anglophones puissent nous comprendre. Et moi, je serais intéressée de savoir, tu as dit que tu avais une fille et qu'elle a l'opportunité d'avoir une maman française et un papa italien. C'est bien ça? C'est ça. Donc, raconte-nous comment ça se passe à la maison. Voilà. Déjà, dans quelle langue tu communiques avec ton mari? Alors, à la maison, on communique. Au départ, quand on s'est rencontré avec mon mari, il y a une anecdote parce qu'on s'était croisés à Paris, il travaillait sur un projet, il avait dit à personne qu'il parlait français, alors qu'il le parlait un peu. Il l'avait bien caché pour espionner en fait les Français qui pensaient pouvoir cacher leurs plans. Et ben pas du tout. On s'était croisés avant, mais on s'est retrouvés en fait voilà, à New York et ensuite ben, on a commencé à être ensemble ici. Donc, en fait, dans sa famille, lui parle 5 langues. Voilà, il parle il a grandi une partie de son enfance en Arabie Saoudite, ce qui fait qu'il a été exposé à un anglais très télé, en fait, très américain, sans accent. Donc, il parle anglais sans accent. Voilà. Il a un accent américain CNN, on va dire. Enfin, et il parle aussi voilà, un peu d'arabe puisqu'il a vécu là-bas. Il est italien de famille et il a étudié le français un petit peu à l'école. Mais quand on s'est rencontrés, son français, il l'avait un peu perdu. Donc, il le parlait, mais assez peu. Mais dans sa famille, ils parlent tous plusieurs langues, y compris le français. Donc, moi, j'ai pas trop appris l'italien. Un petit peu, mais pas trop. Et en fait, là, lui devait apprendre le français plus et progresser parce que dans ma famille, personne parle rien ou presque. Voilà, à part français. J'exagère, mais c'est un peu comme ça. Donc lui s'est mis au français et on a décidé de se mettre à parler français entre nous.
Notre fille, quand elle est née, moi, je lui ai toujours parlé en français et lui a toujours parlé en italien. Là, je dois dire, c'est pas une trouvaille de ma part. J'ai une cousine qui est dans un schéma un peu similaire, trilingue à la maison, qui a des enfants beaucoup plus grands. C'est comme ça qu'ils ont fait, ça a marché, donc j'ai copié. Euh, mais donc à la maison, principalement, tous les trois, on parle français. Mon mari et ma fille parlent italien. Et en fait, pour la chose amusante, c'est que avec mon mari, quand on a des sujets sérieux ou qu'on veut être sûr qu'on se comprend, etc., ou qu'on se dispute, hein, très rare, mais ça arrive, on va passer en anglais. Et ça, c'est une chose, on s'est rendu compte qu'on le faisait. C'est pas une décision qu'on a prise. Mais je pense que c'est parce que, comme on a commencé à se connaître et à communiquer dans le cadre du travail, quand on était dans un mode sérieux, en fait, c'est l'anglais qui a toujours prédominé là-dedans. Donc, quand on veut être sûr de bien se comprendre, je pense qu'instinctivement, on revenait sur de l'anglais pour être aussi sur une base en fait équitable. Parce que si tout d'un coup, moi, je me mets à m'emballer, à expliquer des choses en français avec un vocabulaire. Il parle extrêmement bien français, il est parfaitement bilingue. Mais il peut y avoir des mots ou des expressions ou une rapidité dans le rythme de langage avec lequel il n'est pas à l'aise. Et donc là, ça crée une différence de communication qui ne marche pas. Si c'est en italien, moi, je vais comprendre une phrase sur deux, donc ça ne sert à rien. Mais du coup, on revient à l'anglais beaucoup dans ces moments-là. Ouais. Et quand vous vous êtes rencontrés, au départ, vous parliez anglais, j'imagine? On parlait anglais parce que d'abord au tout début, je ne savais pas qu'il parlait français, euh, le petit coquin. Et en fait, on a parlé essentiellement en anglais au début, et ensuite lui a voulu voilà, progresser plus rapidement en français, et donc on s'est mis à parler français plus entre nous. Et votre fille, vu que vous habitez à New York, elle va à l'école, du coup, j'imagine, voilà, à New York. Donc, elle a aussi l'anglais. Elle a donc ces trois langues. Alors, elle a grandi vraiment, enfin, elle est américaine hein, d'abord, elle est née ici, voilà. Et en termes de mode de garde, au tout début, elle a fait ce qu'on appelle un nanny share, donc une garde partagée avec une nounou, Mhm. euh, avec une autre famille, qui était des familles américaines, et la nounou, en fait, était aussi américaine, donc c'était que en anglais à ce moment-là, et le français n'était qu'à la maison. Et ensuite, quand elle a commencé à aller à l'école, on l'a inscrite dans un programme, une école bilingue, avec un programme de français. Voilà. Et c'est une enfant qui est née en 2016, donc sa première année, c'était 2020. Donc mi-mars, elle est revenue à la maison. Donc ça a été une expérience assez courte, somme toute. Euh, et ensuite, la rentrée de septembre 2020, là, l'école n'était pas proche de la maison, on ne savait pas comment ça allait se passer en termes de déplacement, de pouvoir prendre les transports en commun, etc. Donc, on a décidé de se simplifier la vie au niveau logistique et on l'a inscrit dans une école publique américaine. On habitait à Brooklyn à ce moment-là. Aujourd'hui, on est à Jersey City, donc on a changé, mais on l'a inscrit dans l'école publique américaine à Brooklyn qui était en face de la maison. Mm. Donc, elle est allée là et elle y a passé 2 ans. J'étais très content, mais on s'est quand même rendu compte que moi en français, on va dire, ça ne suffisait pas. C'est-à-dire qu'elle le parlait toujours français. Elle n'a jamais refusé de me répondre en français ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des exemples où les enfants ne répondent pas. Ils le comprennent, le parent qui parle français, mais ils ne répondent pas dans la langue. Euh, elle m'a toujours répondu en français, mais on sentait que dans la construction de ses phrases, elle mettait beaucoup d'anglais. Elle passait l'adjectif avant le nom. Elle faisait comme ça des espèces de mélange de construction en fait de la langue. Et donc là, on a décidé en fait de repasser, de retrouver une école qui avait un programme voilà, franco-américain. Et aujourd'hui, elle est dans une école bilingue qui fait, là, elle est en second grade, donc c'est le CE1. Donc elle a fait CP, CE1 dans cette école, c'est la deuxième année. Elle lit, elle écrit avec plein de fautes comme tous les enfants de cet âge, mais elle lit en français et en anglais parfaitement. Euh, L'italien, c'est une langue qui est magnifique et très belle, mais dans l'apprentissage de la langue, si on sait le parler, on sait l'écrire.
parce qu'il n'y a pas de piège, Oui, en fait. oui, parce qu'en fait, une lettre égale un son. Enfin, un son égale une lettre. Voilà. Exactement. C'est ce qu'on entend, c'est exactement comme ça que ça s'écrit, ce qui n'est pas du tout le cas, ni en français, ni en anglais d'ailleurs. Je sais très bien parce que Maria Montessori était italienne. Et donc, c'est comme Exactement. ça que je sais en fait qu'un son égale une lettre. Donc, c'est beaucoup, Ouais. beaucoup plus simple. Donc, il y a pas y a pas de piège, en fait. Je dis à ma fille, pour essayer de rendre ça un peu plus acceptable, que les Français et les Anglais aiment bien me faire des blagues sur l'orthographe et tout ça. Enfin, en italien, il n'y en a pas. Donc, une fois qu'on sait comment se prononcent les choses, que ce soit pour lire ou que ce soit pour écrire, si on sait parler la langue, on sait l'écrire. D'un point de vue, j'entends, d'orthographe, de grammaire, etc. Après, évidemment, il faut apprendre la conjugaison, il faut apprendre tout ça comme partout. Mais Mais elle l'a acquis naturellement, en fait, en c'est étant ça, elle l'a petite, en acquis parlant avec son naturellement. papa. Alors, c'est quand même sa langue la plus faible, hein, l'italien, aujourd'hui. Elle le parle, mais et elle cherche beaucoup plus ses mots, etc. Mais elle peut tout à fait se débrouiller. Enfin, elle peut m'aider aujourd'hui en italien quand on va en Italie. Mm, 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 mm. Ça Oui, m'est arrivé qu'on soit dans un taxi toutes les deux. Je ne trouvais pas mes mots pour dire un truc parce que mon italien est très, très limité. Je lui ai dit ce que je voulais dire en français. Elle l'a répété au chauffeur de taxi en italien. Voilà, donc j'ai ma petite interprète avec moi quand on va en Italie. ouais. Bah, Voilà. c'est sûr que les enfants ont beaucoup plus de plasticité cérébrale que les adultes. Donc, le fait de grandir dans cet environnement avec les trois langues, enfin, c'est une opportunité en or. On peut le C'est une faire quand on est opportunité. adulte, mais c'est plus dur. On peut le faire, mais je ne sais plus où est-ce que j'avais lu, et peut-être que tu sais ça mieux que moi d'ailleurs, mais que jusqu'à 11 ans, en fait, ça n'est pas un effort vraiment supplémentaire pour les enfants de le faire. C'est une acquisition, en fait. Oui, c'est ça. Alors après, ça peut se perdre, dans le sens où ils ne vont pas le réutiliser, mais si un jour ils sont de nouveau en immersion dans cette langue-là, ça va revenir. C'est ça. En fait, ils n'apprennent pas la langue, ils acquièrent leur langue La maternelle. pratique, Leur, exactement. leur langue maternelle au pluriel, s'il y en a plusieurs, quoi. Mm. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de... Ils traduisent pas, en fait. Ils apprennent vraiment la langue comme ça. Et c'est une chose à laquelle, au bout d'un moment, en tant qu'adulte, on peut arriver aussi à faire. En étant vraiment en immersion et en pratiquant les langues de l'une à l'autre, je me rends compte aujourd'hui qu'il y a plein de choses que je ne traduis pas. Ouais. Simplement, je sais le dire dans la langue et puis c'est tout. Ce qui est en fait de penser dans la langue et de ne plus passer par la traduction, c'est là qu'on se rend compte qu'on a atteint peut-être un niveau de fluidité dans l'aisance en fait du langage qui est vraiment intéressante. Ouais, ouais. Je me rends compte aussi que dans mon apprentissage, il y a vraiment ces deux temps. Ce que j'avais appris dans mon parcours scolaire. Et depuis que je m'y suis remise il y a 4 ans, bon, évidemment, il me restait quand même des petites choses, mais toutes le nouveau vocabulaire que j'ai acquis, des fois, dans ma tête, je pense directement en anglais. J'aurais du mal à traduire ma phrase en français, en fait. C'est Mais approximatif quand je traduis. c'est ce qui fait d'ailleurs que, au risque d'avoir l'air, je vais faire une blague de Jean-Claude Van Damme et d'utiliser du franglais partout, dans tous les sens et tout ça, où on se sent un peu ridicule par moment parce qu'on se dit, mais attends, mais tu sais plus parler français, enfin, c'est quoi? C'est simplement parce que certaines expressions en anglais sont tellement directes et claires, en fait. Et il y en a en français aussi, d'ailleurs. Oui, Il y a des mais il y mots a... en français qui ouais. n'ont pas de traduction comme ça exacte. Enfin, ça fait des trucs à rallonge pour expliquer ce que c'est. Ouais. Euh, voilà, typiquement avec les enfants, ce concept de sleepover, Mm. voilà, quand les enfants vont dormir chez les amis. Alors nous, on a cette phrase en anglais, C'est ça. aller dormir chez quelqu'un d'autre pour passer la nuit. Enfin bon, Ouais. là, c'est sleepover. Ouais. Bon, mais c'est très clair. Et quand je parle avec ma fille de ça, même si on parle en français, on utilise le terme de sleepover, même dans une conversation en français, en fait, parce que c'est tellement clair et imprégné dans le mode de pensée que on le traduit pas. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'il y a comme en français, on n'a pas un mot pour décrire cette idée, ce concept. On a envie de l'utiliser. Moi, toi, c'est le mot sleepover. Moi, c'est le mot accountability. En français, on l'a pas. Non, mais c'est ça. Accountability, il y a aussi empowerment. J'ai vu dans des postes empouvoirment, voilà, j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce mot? Ça existe en français. Enfin, et du coup, il y a des mots comme ça, en fait, qui se traduisent pas bien, ou alors qu'on a tellement pas l'habitude d'employer en français qu'on se dit, mais c'est hyper bizarre, en fait. Enfin, et il y a même dans un cadre professionnel, puisque je travaille beaucoup en anglais, je vais juste faire une parenthèse là-dessus. euh,
moi, tout mon environnement de travail étant en anglais pendant des années dans le monde corporate, je reviens un jour en France pour faire une présentation à l'équipe française en finance là-bas, sur un projet sur lequel on était. Et là, comme je connais 80% de l'équipe et que je suis française, il me dit, bon, bah, tu vas nous le faire en français. Et moi, bien sûr, pas de problème. J'étais ridicule. J'étais ridicule parce qu'en fait, tout le vocabulaire de la présentation, je le connaissais en anglais et je n'avais pas Ouais. les équivalents français pour expliquer, en fait. Donc, j'ai passé toute la présentation à faire à balbutier, en fait, les mots que je cherchais en français, etc. Alors que quand je le faisais en anglais, même avec un accent français, c'était beaucoup plus fluide. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ouais, et donc, il y a des choses comme ça. Au bout d'un moment, en fait, l'environnement dans lequel on est fait que la langue euh, compte beaucoup. J'ai fait un post aussi récemment. Je m'étais rendu compte dans mon début de carrière d'entrepreneur que quand je parlais de mon projet en anglais, j'étais beaucoup plus sûre de moi, enthousiaste, il y avait une énergie, voilà. Quand j'en parlais en français, j'étais beaucoup plus désolée en fait et de dire non mais enfin, je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Enfin, je tente, mais et pardon de te faire perdre ton temps avec mon histoire. J'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Et quand j'ai noté ça, je me suis dit mais ça c'est pas possible en fait. Mm. C'est pas possible. Il faut que j'arrive à trouver euh, la même énergie que je mets quand je parle de ça en anglais dans cet environnement américain qui est peut-être plus enthousiaste, plus ouais, daring, voilà, je m'y mets à faire du franglais, sanglais, qui ose plus, qui a moins peur de se tromper que ça en français où oui, la peur de l'échec, elle se prend pour qui celle-là, voilà, qui est un peu quand même encore connotée. C'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est comme, j'ai l'impression que tu es en train de nous dire, quand je parlais de mon projet en français, j'avais le mindset de la française. Et quand j'en parle en anglais, j'avais le mindset de l'américaine. Exactement. Mais parce que ça fait 10 ans que je suis là, donc je ne suis pas américaine, c'est pas ça. Mais j'ai quand même des choses qui m'influencent d'ici. Oui, On ne parce peut que pas passer 10 ans la dans un personne, pays voilà. sans être influencé et changé par certaines choses. Ce serait dommage d'ailleurs que ce ne soit pas le cas. Ouais. Euh, mais mais c'est vrai que d'en parler en français, j'avais l'impression de revenir sur... euh, c'est pas pour critiquer hein, la façon de grandir en France, c'est des choses magnifiques et voilà. Mais il y a quand même un peu ce côté de, quand on est une fille, surtout, de bien rester à sa place, on est sage, on répond pas trop, on fait ce qu'on nous dit de faire et on est tranquille, quoi. Voilà. Et l'ambition, c'est quand même un concept qui, peut-être moins aujourd'hui quand même, mais quand on était enfant, c'est pas exactement positif, c'est un peu péjoratif, quelqu'un qui est ambitieux, quoi. Enfin, aux États-Unis, pas du tout. Ouais. Ça ne l'est pas. Au contraire, c'est valorisé. Alors après, c'est d'arriver à transformer ça sans être arrogant, sans Bien sûr. voilà. Mais l'ambition, c'est quand même quelque chose de moteur. C'est Ouais. bien. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que voilà, l'utilisation de la langue, c'est un bagage en fait aussi qu'on porte. Ouais. Ouais. Super Un intéressant. bagage de ce que ça dit. Et dans le slogan de ton entreprise, ça se sent ce côté, tu sais, vraiment. Donc, c'est Let's Knit a Better World. Du coup, d'où ça vient? Comment tu as trouvé ce slogan? Alors, il y a eu plusieurs, j'ai envie de dire, itérations en fait ouais, catch-phrases, enfin voilà, slogans, etc. C'est venu petit à petit. J'avais commencé avec Move the Needles, et alors ça, c'est typiquement un jeu sur la langue anglaise, puisque Moving the Needles en anglais, c'est changer le status quo en fait. C'est vouloir faire bouger les choses. Ça vient par exemple, c'est l'accélérateur en fait, c'est l'aiguille qui fait changer de vitesse, qui fait passer, voilà, c'est exactement ça. C'est ce que ça veut dire. Et les aiguilles à tricoter, c'est des knitting needles. Donc du coup, je l'ai mis au pluriel, donc c'est Move the Needles, dans le sens où mon message, c'est on peut faire changer les choses pour tout un tas d'aspects. C'est moving the needle de ta santé mentale parce que ça va te faire du bien. C'est aussi au niveau de tout ce qui est environnemental parce qu'en fait,
la question du textile et de ce qu'on fait et des choses qui se gardent. Voilà, enfin, quand on achète quelque chose dans le retail qui a été dans la production de masse, etc., en magasin, on sait très bien que ça ne va pas durer le même temps que quelque chose qui a été fait. Tout le monde a une histoire avec la grand-mère ou quelqu'un qui a tricoté quelque chose qu'on a toujours. Ce sont des choses qui ne bougent pas, en fait. Ça se garde sur des générations, enfin, ou presque. Donc, il y a un peu tout ça là-dedans, c'est on peut changer les choses et on n'a pas besoin d'une révolution, on peut changer les choses petit à petit. C'est ça, c'est one stitch at a time, c'est un pas à la fois, c'est une maille à la fois. C'est ça que ça veut dire en fait. Et je pense que je n'ai pas l'intention de résoudre la crise climatique par moi-même avec mes aiguilles, hein, mais je pense que si chacun fait un petit peu comme ça, plutôt que d'acheter, je sais pas, un bonnet à 10 dollars tous les 2 mois enfin, surtout en hiver, voilà. Mais on s'en fait un, on s'en fait deux, on les garde, on s'en resserre, ça dure plusieurs saisons, ça ne peluche pas, ça c'est pas détruit tout de suite, voilà. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent se faire. Il y a aussi tout l'amour qu'on peut mettre dedans quand on fait un cadeau pour quelqu'un. Parce que quand on passe 4-5 heures à tricoter quelque chose pour quelqu'un, on donne de son temps, on donne de soi. Donc le cadeau, alors à condition que ce soit bien fait, j'ai toujours cette image dans le Père Noël est une ordure avec le gilet pour sortir les poubelles. Bon, voilà, ça c'est moins intéressant. Mais l'effort de faire quelque chose avec ses mains pour ça, je pense que ça peut changer les choses. Voilà. À son échelle, qu'à Ouais, la mienne. c'était super intéressant. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu as lu et qui t'a vraiment marqué et ça a changé ta vie et tu le relis régulièrement ou en tout cas tu aimerais partager le titre avec les auditeurs parce que ce livre a eu un impact dans ta vie. Alors, il aurait fallu me donner la question en avance parce que j'aurais pu réfléchir. Alors, je dois avouer que je lis beaucoup moins qu'avant. J'étais vraiment voilà, un rat de bibliothèque, comme on dit, enfin, ou un bookworm en anglais. Mais ça fait quelques années enfin, j'ai pas lu avec autant d'intensité. Il y a plein de livres qui m'ont marqué, hein. Enfin, voilà, que ce soit des classiques ou que ce soit des choses. J'aime lire un peu de tout. Je suis pas franchement une adepte. Ça va à l'encontre de beaucoup de ce que beaucoup d'entrepreneurs vont dire. J'aime pas les livres de management, voilà, de développement personnel, voilà, ce sont des livres qui je les trouve un peu trop donneurs de leçons, etc. Mais récemment, et alors, là, ça va être intéressant parce que c'est un livre que je n'ai pas lu, mais que j'ai écouté en audiobook. C'est D'accord. deux, en réalité. Ce sont les deux livres de Michelle Obama, Mhm. que j'ai donc écouté en audiobook en anglais parce que c'est elle qui les lit. Et j'ai trouvé ça incroyable, à quel point, parce que c'est sur sa vie, sur son histoire, etc. D'abord, j'ai trouvé l'expérience de l'audiobook assez fascinante parce que comme ce sont ses mots à elle et sa voix à elle, je pense pas que ça m'aurait fait le même effet en fait de le lire. Il n'y aurait pas eu la même intonation et tout ça. Par ailleurs, elle s'exprime extrêmement clairement en anglais. Il y a pas, c'est assez facile à comprendre, je trouve. Euh, mais surtout, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est à quel point, alors que très franchement, sur le papier, Michelle Obama et moi, on n'a pas grand-chose en commun, voilà, à quel point tout ce qu'elle raconte, même si les anecdotes sont différentes, le process, c'est le même. Ce par quoi on passe dans une vie, on peut tous se reconnaître dedans, et je pense même des hommes peuvent se reconnaître dedans, pas surtout évidemment, pas sur la maternité ou des choses comme ça, mais il y a beaucoup de choses dans les doutes qu'on peut avoir. C'est quand même assez fascinant de voir que même dans son dernier livre, elle pose la question de dire est-ce que je suis assez bonne pour ça? Am I good enough? Michelle Obama. Enfin, voilà. Et cette idée de continuer comme ça à douter, de se remettre en question, de vouloir apprendre. Au passage, c'est une tricoteuse aussi, Michelle Obama, donc elle s'y est mise pendant le Covid, à peu près comme moi, donc c'est peut-être un point commun qu'on a ensemble. Mais j'ai trouvé ça assez... ouais, on dit en anglais un epiphany, ça a été très très révélateur en fait de beaucoup de choses et de voir que on est quand même tous humains au départ. Mm. Et même si, voilà, c'est fascinant, elle est première dame, enfin,
fait tout ce qu'elle fait. C'est une personnalité, je trouve, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et je pense que j'en ai d'autant plus pour elle de l'humilité qu'il y a dans les livres et quand elle se raconte. Mm. Voilà. Les deux livres, le premier c'est Becoming, je pense que ça s'était traduit en peut-être devenir, je ne sais pas exactement quelle est la traduction en français. Euh, et l'autre, ça s'appelle The Light We Carry, donc la lumière qu'on porte. Je ne sais pas exactement comment ça a été traduit en français, mais en tout cas, ce sont deux livres que j'ai trouvé hyper inspirants en fait et très touchants, vraiment très touchants. Mm. Et j'étais en train de me demander si elle a pas un podcast. Mais non, j'ai dû me tromper parce que là, quand je Ah, tape Michelle Obama, je tombe sur son livre audio. The Light. ouais. Ah non, il y a écrit The The Light We Light Carry. Podcast. The Light Ah, Podcast. Mais il y a il y a marqué. peut-être un podcast alors. Ouais, L'autre book, c'est The Light We Carry. Le premier qu'elle avait sorti, je crois que c'était en 2018, le premier Becoming. Et le dernier est sorti il y a, je sais pas, un an, quelque chose comme ça, son deuxième. je crois Mais qu'elle vraiment, comment? pardon, je crois qu'elle a fait un podcast où elle interviewe d'autres personnes. Elle C'est parle très pas. possible. Je sais qu'elle a été interviewée dans des podcasts, ça c'est sûr. Je sais que son frère a lancé un podcast. Mais j'ai pas, voilà, j'ai pas tout écouté. Mais je sais, elle a, peut-être qu'elle en a un podcast, hein, mais j'ai pas vu. Mais en tout cas, puisqu'on était sur les livres, voilà, je recommande ces livres-là. J'ai trouvé ça hyper intéressant et c'est pas politisé plus que ça. Enfin, voilà, mais c'est sa vie euh, d'enfant, d'adolescente, d'étudiante, de femme, de mère, de première dame évidemment, mais pas que, de sa carrière à elle aussi ses doutes, enfin voilà quoi. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et ben moi, j'ai trouvé cet épisode passionnant. Donc merci Ouais, avec grand plaisir. d'avoir partagé ton parcours et merci pour les auditeurs. Avec grand plaisir.